Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Les personnes que j'interviewe dans ce podcast ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusqu'alors. Mais quelque chose a bougé et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière à mes yeux en tout cas. Je m'appelle Sylvie Horry et dans ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan, parfois jusqu'à complètement changer de vie. Comment on fait de la place à cette part créative, artistique en nous? Comment cette part se révèle à nous? Est-ce qu'elle s'impose? Qu'est-ce qui bloquait pour que ça n'arrive pas plus tôt? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Et qu'est-ce que ça change dans la vie? Dans cet épisode, vous allez rencontrer Nicolas qui a répondu de façon originale à l'appel de la musique dans sa vie. En 2006, à l'âge de 34 ans, il est devenu busker sur les marches du Sacré-Cœur à Paris. Busker, ça signifie artiste de rue. Nico a joué de la guitare et chanté à Montmartre, puis sur les quais de Seine, chaque week-end pendant 10 ans, tout en gardant son travail de chef de projet la semaine. L'histoire est d'autant plus singulière que rien dans sa personnalité ne laissait penser que cela se produirait. J'ai connu Nico en 2002, nous étions collègues de travail. Je n'étais déjà plus à Paris quand il a commencé à être busker, mais il m'en a souvent parlé et j'ai toujours trouvé cette histoire fascinante. Il y a quelques années, j'ai eu envie de la raconter dans un livre, alors j'ai interviewé Nico à plusieurs reprises. Le livre n'est pas encore terminé, mais j'avais très envie de partager cette histoire dans le podcast. Nico a donc eu la gentillesse de répondre une nouvelle fois à mes questions. Et j'ai redécouvert cette histoire de douce persévérance, d'obstination tranquille et de ténacité face à l'adversité des éléments. Une histoire de rencontre, une histoire pleine d'émotions qui vient questionner beaucoup d'idées reçues. Le mot busker vient de l'espagnol buscar, qui signifie chercher. Je vous laisse donc avec cette nouvelle histoire de quête de soi. Salut Nico. Salut Sylvie. Bon, je suis contente que tu aies accepté de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. On a eu quelques petits soucis techniques au démarrage, mais ça met à l'épreuve notre patience et notre détermination. Exactement, à aller au bout de ce podcast. Exactement. Pour poser le cadre, est-ce que tu peux résumer cette période de 10 ans? Qui t'étais la semaine et qui tu étais le week-end? Eh bien, 2006-2016, effectivement. Tous les samedis dimanches, voire parfois les vendredis soirs aussi, voire parfois en été les jeudis soirs quand vraiment il faisait beau et quand vraiment fallait pas rater une belle soirée d'été, même quand c'était en semaine. Et ben j'allais passer mes soirées, voire mes journées quand c'était le samedi dimanche, ou sur les marches du Sacré-Cœur ou sur les quais de la Seine. Et typiquement, enfin là où j'avais des journées qui étaient hybrides, c'est que ce soit les jeudis ou les vendredis, j'allais au travail quand j'avais repéré le matin que le temps allait être bon. Du coup, j'avais anticipé, un petit check météo sur différentes applis, et quand j'étais sûr de mon coup, j'embarquais le matin même, avant d'aller au boulot, le matériel dans la voiture, la guitare et les amplis. Et donc, et puis le soir, du coup, je me retrouvais à Sacré-Cœur à 19h, 19h30, 20h en général. Et puis là, je prenais mon autre casquette, ma casquette je passais de la casquette de manager, responsable support client, chef de projet, etc., etc. Et puis je la troquais pour ma casquette de busker, avec entre guillemets avec la carte, c'est-à-dire un busker qui pouvait, enfin qui était connu, et reconnu par les mecs là-bas et qui pouvait du coup prétendre sans avoir besoin de négocier, de se justifier, qui pouvait prétendre à pouvoir jouer sur place et pouvoir avoir du coup un set ou deux pour pouvoir faire son concert et se retrouver face aux centaines de personnes que le Sacré-Cœur pouvait présenter. Hein. C'est environ 300-400 personnes hein, quand c'est complet. Donc je me retrouvais, enfin je passais en l'espace de 2 heures d'un mode où j'étais le chef de projet, le responsable support, etc. Et puis voilà, il fallait que j'arrive à switcher quand même de l'un à l'autre. Ce qui s'est fait quand même relativement naturellement, mais j'avais quand même, quand je prenais un tout petit peu de recul sur la situation, je me disais c'est quand même pas complètement banal, quoi. Le fait d'être comme ça,
dans la même journée, 2 personnes complètement différentes. Donc, Ouais, t'avais une double vie en fait. une vraie double vie, hein, qui a la plupart du temps, enfin qui a longtemps été bah, cachée, j'allais dire, de mes collègues. C'est pas vraiment que je la cachais, c'est que je la mettais pas en avant. En revanche, quand on me posait des questions sur ce que j'avais fait le week-end, il pouvait m'arriver de répondre tout à fait honnêtement, d'expliquer à la grande surprise des personnes qui m'interrogeaient et qui connaissaient pas la situation, d'expliquer sans trop rentrer dans le détail, mais que j'avais fait des concerts, j'avais fait ça devant des centaines de personnes. Bon. Il y a eu aussi des situations où je suis tombé, notamment à Montmartre, sur des collègues de boulot. Je pense notamment à une responsable RH que j'ai vue un jour sur les marches. Je suis tombé sur elle comme ça en regardant le public, en balayant de droite à gauche comme je faisais souvent, et je l'ai vue avec des yeux mais qui étaient tellement énormes. Enfin, je revois encore, au moment où je t'en parle, je vois son visage. C'était la responsable RH de la boîte, et je vois son visage et une sorte de stupéfaction. Et même, je pense qu'elle a dû être dans une sorte de déni, à se dire non, ça peut pas être lui. J'avais une casquette, j'avais un chapeau blanc, j'avais peut-être des lunettes de soleil, peut-être, je sais plus. Et puis je parlais et puis je chantais en anglais. Donc bon, tout pour tromper, tout pour la tromper, mais il est possible qu'elle ait j'en ai jamais parlé avec elle, elle m'en a jamais parlé, hein, assez étonnamment, mais il est possible qu'elle soit sortie de là en se disant non, mais ça peut pas être lui. Pourquoi c'était si étonnant, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, de te voir jouer à Montmartre devant des centaines de personnes? Pourquoi ça semble si étonnant qu'on puisse même avoir du mal à le croire? Parce que au début, enfin dans ma boîte actuelle où j'ai commencé en 2010, voilà, c'était un peu mes débuts dans cette boîte. J'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui, et je suppose, même si j'ai plus un souvenir très très précis de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, mais je suppose que j'étais moins sûr de moi, et que du coup je devais dégager une image plutôt on va dire neutre. Euh, limite, si je pousse un peu le bouchon, un peu grise, qui rase un peu les murs, qui est pas trop sûr de lui, qui maîtrise pas complètement ses sujets, etc., etc. Enfin, si je grossis un peu le trait, mais il devait y avoir un petit peu de ça. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui n'était pas au courant, switcher de l'image qu'ils avaient de moi, qui était plutôt un peu effacée, un peu timide, probablement, hein, Un réservée, peu réservé. à quelqu'un qui se la joue rockstar un peu, et qui se la joue, qui en tout cas un concert là-bas, je pense que déjà à l'époque j'avais commencé un peu à me rôder au truc, et donc je jouais un peu, enfin c'est pas que je jouais un peu le jeu, je jouais complètement le jeu du musicien qui, sans en faire non plus des caisses, mais qui fait quand même le spectacle. Parce que si là-bas on fait pas le spectacle, c'est typiquement, enfin, c'est quand même assez exigeant, hein. C'est des gens qui sont, enfin, t'es face à des gens qui sont pas là pour toi, hein, qui sont là pour la vue, pour Paris, pour l'ambiance. Et donc si tu fais en sorte de contribuer à l'ambiance, mais donc voilà, il y a forcément tu fais le show. Listening to the sound of my Telluride. Every now and then I get a little bit teary. All the best of years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your Telluride. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I never know tonight.
Donc du coup, passer de quelqu'un qui est plutôt effacé à quelqu'un qui fait le show, je peux comprendre que le switch soit pas facile. On va reparler effectivement de comment, comment t'es devenu busker et comment on peut passer d'être Ouais. réservé, effacé à faire des concerts devant plein de personnes. Tu peux juste nous expliquer à quoi ça ressemblait tes week-ends? C'est quoi un week-end de busker en fait? Qu'est-ce que tu faisais le week-end? Alors, partons déjà du principe de base que les buskers commençaient à Montmartre à 13h. Mhm. Et 13h, donc le début d'après-midi, était le slot le plus prisé parce que c'était en plein jour, c'était familial, c'était bonne ambiance, par opposition au soir où j'ai plutôt eu tendance à me retrouver. Au soir où la nuit tombant, bah, tu as tous les relous qui montent. Mm. Et c'est là où ça peut être beaucoup plus tendu en termes, enfin beaucoup plus tendu, beaucoup plus électrique, voire parfois tendu, voire ça peut dégénérer en Mm. termes d'ambiance, l'alcool aidant, etc. Donc c'est une atmosphère qui a absolument rien à voir avec celle de l'après-midi. Mm. Et pour le coup, j'avais quand même pris le parti de pas venir, contrairement à mes collègues qui voulaient assurer une place dans l'après-midi. J'avais pris le parti de venir un peu plus tard que et de me retrouver et de jouer quasiment toujours en dernier. Et donc là, tu Et jouais combien de temps? alors, c'était ça tout l'intérêt de jouer en dernier, ce qui m'arrivait, ce qui était quasiment à chaque fois le cas. Hein. J'étais connu pour être celui qui joue en dernier. Mais moi, alors, il y avait deux aspects à ça. Hein. Le côté positif, c'est qu'il n'y avait personne après moi et que je pouvais jouer 2, 3, 4 heures, Mhm. ce qui aurait été impossible en plein après-midi. J'aurais jamais pu jouer 2, 3, 4 heures de suite. Donc ça, c'est le côté positif. Je pouvais faire du coup des très longs concerts. Mais bon, évidemment, le côté négatif, la contrepartie de ça, c'est que je prenais le risque, et je prenais le risque que l'ambiance soit un peu compliquée, Mhm. parce que les soirs d'été, à partir de 22-23 heures, ça commençait, enfin, les mecs commençaient à monter, ils s'installaient avec les packs de bière, etc. Et ça pouvait vite, alors ça pouvait donner un peu tout, hein, ça pouvait donner des soirées vraiment électriques, mais dans le bon sens du terme. Mm. Vraiment des soirées vraiment magiques. Et puis, ça pouvait aussi complètement dégénérer avec des bagarres, des jets de bouteilles, des provocations, des embrouilles dans tout genre. Ouais. Donc, j'ai eu un peu des deux. Fort heureusement, j'ai plutôt eu quand même des soirées un peu magiques et vraiment positives. Et puis, quelques soirées où j'ai dû me battre en retraite et tout ranger et tout débrancher, tellement c'était ingérable. Par contre, là où j'ai rarement quand même baissé les bras, c'est quand c'est des soirées, alors, surtout en hiver, parce qu'il m'arrivait quand même l'hiver, de jouer à des 22 heures, etc. Quand Mm. il fait bien nuit, il fait bien froid, etc. Et pour autant, j'en ai passé des soirées comme ça à me dire, bon, je vais quand même tenter le coup. Et des dimanches soirs d'hiver, quand à 22 voire 23 heures, quand je démarrais en plein mois de novembre, j'avais devant moi un premier rang avec que des mecs avec des bières qui s'en foutaient un peu de la musique, qui étaient juste devant moi. Et puis par-delà, sur le reste des marches, c'était très très clairsemé. Ça, j'en ai eu des soirées comme ça aussi où ça aurait été facile de dire oh, là, ça va servir à rien. Je rentre chez moi, je me mets au chaud et puis ce sera mieux. Ça m'est arrivé hein, d'abandonner parce que ça sentait la soirée trop pourrie, mais la plupart du temps, quand même, je me disais non, essaye, tu auras toujours un truc à en tirer, quoi. Que ce soit un Mm. bon moment, une chanson, une rencontre sympa, même si 80% du temps, c'était peut-être un concert dont j'avais pas vraiment me rappeler. Mais bon, j'ai aussi ces soirées-là. Donc, tu as fait ça, tu as joué à Montmartre et après sur les quais de Seine au Petit Pont, donc entre 2006 et 2016. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu, cette idée, cette envie de faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça en fait? Bah c'est mon pote Fabrice, mon pote Fabrice que j'ai connu en prépa. On a fait une prépa à école de commerce tous les deux à Rennes. Donc c'est d'abord lui, même avant de. Enfin, c'est lui qui, au bout du compte, a fini par m'emmener à Montmartre
quand on a commencé à travailler à Paris à peu près dans les mêmes années, enfin en 95. Mais avant ça, c'est quand même aussi lui, c'est pour ça que je lui dois beaucoup quand même, c'est aussi lui qui que j'ai vu pour la première fois jouer de la guitare et chanter. Lors d'une soirée, Fabrice, que je connaissais pas super bien, mais bon, qui était en train de devenir un pote, il s'est avéré qu'il était venu avec sa guitare, et puis il s'était posé dans un coin de la pièce, et puis il a joué une chanson dont je me rappelle encore, c'est Carte postale de Francis Cabrel. Mhm. Et je me rappelle de cette impression. C'était la première fois que je voyais comme ça un mec en face de moi qui avait juste une guitare et puis une voix qui était puissante hein, pour lui, qui faisait passer une émotion. Et je me rappelle très bien de cette émotion que j'ai ressentie. Il y avait cette chanson, l'accompagnement puissant à la guitare et puis la voix. Et tout ça c'était ça le premier choc en fait. Le premier choc, et je me dis, waouh. L'émotion que tu as reçue et tu t'es dit quoi du coup? Je veux faire ça? Alors, non, pas à ce moment-là. J'ai juste dit déjà, waouh, il est super cool. Et puis, et de deux, ah oui, donc juste avec une guitare, comme ça, on peut. Il n'y a pas besoin de tout un enregistrement, etc. Tu peux déjà, avec un truc très très brut, tu peux déjà délivrer quelque chose et que ce soit vachement fort, quoi. Donc, ça, Et c'était. tu jouais de la guitare toi à Alors, non, l'époque? non, non, ça m'est venu un peu plus tard, toujours grâce à Fabrice, D'accord. toujours grâce à lui. 2 ans après, hein, parce qu'il se trouve on a été pris à la même école de commerce, Mhm. Subdeco Le Havre en l'occurrence. Ça c'est un peu le hasard, mais du coup on est devenus encore plus proches à ce moment-là, et puis on s'est rapprochés musicalement aussi. Mhm. Et je crois qu'il était 92 ou 93, il devait partir en stage à l'étranger, donc il savait que ça me titillait. J'avais dû lui en parler d'apprendre la guitare parce qu'on avait fait pas mal de soirées où il avait animé des soirées entre potes. Et donc, comme il savait que ça me titillait mais que j'avais jamais franchi le pas de prendre une guitare et puis d'apprendre, du coup, il devait partir à l'étranger, il pouvait pas prendre sa guitare avec lui. Il m'a dit tiens, voilà, je te la laisse pendant mes 2-3 mois de stage. Voilà, voici ma guitare, voici mes partitions. Sur les partitions, voici là le petit diagramme là, ça c'est une position d'accord. Ça, c'est des cordes et ça, c'est des cases. Et voilà. Et les points, c'est des doigts. Donc maintenant, tu sais tout et juste fais-le, quoi. Et ciao. Et voilà. Et puis il est parti. Il m'a pas. Enfin, il est parti. Voilà. Je schématise un peu, mais enfin, il m'a pas donné de cours. Hein. J'ai pas eu un cours avec lui où on voyait tout ça ensemble. Je me suis Et je vraiment. rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Ah oui, oui, oui. Donc Et non. quand il fallait, ouais, exactement, quand on voulait apprendre une nouvelle chanson, il fallait ou bien la décrypter à l'oreille, ou bien comme j'ai pu le faire un peu après dans les magasins de musique de la rue de Douai à Pigalle, où je me pointais avec un petit post-it et puis un stylo dans ma poche et pour choper sur le post-it des accords que j'avais pas réussi à choper à l'oreille et parce que je voulais pas acheter les cahiers de partition. Donc voilà, j'ai aussi fait ça. Mais donc c'est Fabrice qui, dès le départ, était le déclencheur. Et après, après l'école, j'ai commencé à travailler à Paris. C'est là où il m'a dit, eh ben, tiens, je vais t'emmener dans un endroit qui est super cool. Tu vas voir, il y a des musiciens, il y a une super vue. Et c'était les Marches du Sacré-Cœur. Et où, Et là, tu découvres quoi? et ben là, je découvre les buskers de l'époque. Les buskers Ok. de l'époque. Et donc, c'était des mecs qui, contrairement à maintenant, n'étaient pas amplifiés. Donc, il Mhm. y avait parfois des mecs qui étaient tout seuls, mais souvent, pour avoir plus de puissance, ils étaient 2, 3 ou 4 et c'était des réguliers, hein, donc on les retrouvait d'un week-end sur l'autre. On a aussi commencé, grâce à ça, à découvrir aussi leur répertoire et puis à découvrir les chansons qui marchaient. Hein, et puis à découvrir aussi comment des buskers se réappropriaient des classiques qu'on connaissait, hein, des Gold, hein, les Beatles, Bob Marley, etc. Et puis donc c'est aussi ça qui a commencé à mettre dans l'oreille la façon d'interpréter juste avec une guitare des classiques Mm. indémodables. Donc c'est là où j'ai découvert les buskers sans à l'époque connaître le mot, mais Mais juste c'était c'était 10 des ans avant que tu t'y mettes, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quasiment, ouais, après? quasiment. Bah après, j'étais guitariste très très amateur. Hein, et à l'époque, mon seul, donc je jouais de temps en temps avec Fabrice. Enfin, on était quand même, on se retrouvait le week-end aussi
si on n'allait pas à Montmartre, on pouvait se retrouver pour jouer, pour enregistrer des trucs, des reprises sur un petit magnéto 4 pistes qu'il avait. Enfin, c'était marrant. Et à l'époque, notre seul concert de l'année, c'était le soir de la fête de la musique. Donc on faisait un concert par an. On cherchait pas à en faire plus, hein, parce que je pense que juste on estimait qu'on n'avait pas le niveau pour aller prospecter dans des bars, etc. Hein. Donc on se contentait de ce rendez-vous annuel qui était la fête de la musique. Ensuite, il y a eu donc, Fabrice, ensuite a été un peu moins dispo, enfin il s'était marié entre temps, donc il était un peu moins dispo pour passer, ça c'est naturel, pour passer les week-ends au Sacré-Cœur avec moi. Du coup, j'ai trouvé d'autres, enfin j'ai eu un autre pote qui s'appelait Julien, et du coup on s'était trouvé un spot, mais qui était très très modeste, hein. C'était un bar dans le 5e, près du Panthéon, qui s'appelle le Hurling Pub. Et on passait dans les années environ 2004, 2006 à peu près. D'accord. À peu près ça le timing. On se rapproche. On se rapproche exactement. On passait nos dimanches soirs. On passait nos dimanches soirs à jouer là-bas. Alors c'était même pas des concerts en fait, c'était un concept un peu hybride. Hein. C'était pas des concerts parce qu'on était dans un coin. Il y avait les joueurs de billard ou les joueurs de fléchettes qui étaient autour de nous. Parfois, suivant les chansons, les gens chantaient en chœur, mais il n'y avait pas un public face à nous, quoi. C'était des gens qui avaient une oreille qui étaient plus ou moins attentifs à ce qu'on jouait, mais leur principale occupation, c'était pas de nous écouter, quoi. C'était de jouer au billard, de jouer aux fléchettes ou boire des bières. Donc c'était des sortes de répétitions en public, quoi. Ouais. Voilà, c'était un concept, mais c'est pareil, ça nous suffisait. D'accord. Et puis si à l'époque on avait eu, parce que je pense qu'on avait, pour le coup, on avait quand même pas mal progressé, et puis on avait un répertoire, etc. Et si dans ces années-là, si on s'était pointé, Julien et moi, au Sacré-Cœur, et même sans ampli à l'époque, on aurait pu être les rois du pétrole, hein, parce qu'on avait un bon niveau, on aurait pu vraiment bien ambiancer. On n'a jamais eu l'idée de le faire, et du coup, c'est arrivé un petit peu après, pour ma part, quand Julien est parti au Canada, parce qu'il s'est marié avec une Canadienne, et puis donc il est parti. Et c'est là où je suis retourné au Sacré-Cœur. Et j'ai repris connaissance avec des mecs que j'avais connus quasiment 10 ans avant. Et avec qui, si je me souviens, tu m'avais dit une fois, ces mecs-là, c'était nos idoles, Oui. mais ils nous ont jamais proposé de jouer. Ah oui, ça c'est vrai qu'au début, on se pointait avec Fabrice sans instrument, hein, sans rien, juste Pour les voir. juste pour les voir, pour les écouter. Et puis au fil du temps, avec un tout petit début de enhardissement, on est venu avec nos guitares sur le dos en disant bon, peut-être que, parce que ces mecs-là, vraiment, ils étaient nos idoles, hein, d'une certaine façon, donc ils étaient super cool. Mais ce qui serait vraiment génial, c'est si voyant nos guitares, oh bah tiens, toi qui as une guitare, tu veux pas nous rejoindre pour un morceau? Ah ouais, génial, super. Et bon, ça s'est jamais produit, hein, parce que les mecs Ça étaient, s'est jamais produit. ça s'est jamais produit. Et Alors, donc, qu'est-ce qui change en 2006, du coup? T'y vas? bah, j'y vais, je reprends connaissance avec des mecs avec qui on avait un peu frayé comme ça, avec Fabrice, et puis aussi avec un pote qu'on avait aussi rencontré sur place, Tony. Et Tony, grosse influence en termes de jeu de guitare. Là pour le coup, je lui dois beaucoup en termes de jeu, de ce que j'ai essayé de reproduire, en termes de finesse de jeu, etc. Vraiment, ça c'est très très grosse influence. Mais donc Tony, on l'avait rencontré au Sacré-Cœur à l'époque. Hein, on avait commencé un petit peu à frayer avec les mecs comme ça. Et puis donc en 2006, Tony était plus là, hein, mais par contre il y avait un mec ou deux que j'ai rencontré 10 ans avant. Que j'avais pas vu pendant quelques années, et puis on refait connaissance, hein, tranquille. Hein. Et c'est là où un mec appelé Farouk, un jour, j'étais pareil, sans forcément ambitionner, c'était en septembre 2006, du coup, sans ambitionner, sans vouloir faire le forcing pour qu'il m'invite à jouer, etc. J'étais là, je profitais de la musique, et puis il me dit, bah tiens, donc ils étaient deux à jouer à ce moment-là. Et il me dit, bah tiens, rejoins-nous, et viens jouer. Donc c'est lui qui me... Et là, tu dis yes. Voilà, ça y est. This is it. This is it. Voilà, ça a été. Ce dont on avait rêvé avec Fabrice pendant nos années au Sacré-Cœur, sans que ça se produise jamais, bah, ça finit par arriver.
Et donc Farouk m'a tendu la main et puis je me suis associé à lui. Donc on a fait, C'est-à-dire eh ben on est devenu, enfin on a joué régulièrement, on est devenu un duo régulier de busker à de busker Montmartre. à Montmartre. Avant, Donc il c'est là que jouait ça a commencé pour toi en fait. exactement. Farouk, avant ça, jouait ou s'associait avec des mecs comme ça ponctuellement sur quelques morceaux ou sur tout un set sur un week-end, ou bien jouer en solo. Il pouvait faire les deux. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, euh, on a joué régulièrement ensemble. Voilà. Donc c'est Farouk avec c'est Farouk qui m'a mis le pied à l'étrier d'une certaine façon Mm. et qui m'a aussi appris d'une certaine façon aussi appris le métier. D'ailleurs, c'est à son contact où j'ai expérimenté voilà enfin quel genre de vanne faire aux gens pour mettre l'ambiance, quel morceau aussi jouer pour mettre le feu, quel Mm. petit enfin, ça c'est grâce à lui que j'ai appris tous ces rudiments du métier de l'activité de busker. So, are you ready to sing along? Okay, you give your best. 1, 2, 3, 4, and. Ready, 2, 3, and. Today. Good. That you now. Back then, the word it on the $10 fire in a Et tu as commencé à jouer seul à quel moment? Alors, ça a pris un certain temps parce qu'il y a eu Farouk, avec qui je me suis associé pendant près de 2 ans, Ouais. jusqu'à 2008. En 2008, j'ai rompu avec Farouk parce que il y a eu un split, mais simplement pour la bonne cause à l'époque, parce que j'avais rencontré une fille et avec qui j'ai rencontré sur les marches du Sacré-Cœur précisément, et avec qui on a une histoire hein, et on s'est associé aussi pour aussi devenir un duo au Sacré-Cœur également. Donc, autre période avec aussi qui était assez particulière et donc qui s'est terminée quand on s'est séparés en 2011 à peu près. 2011, donc on a fait à peu près 3 ans en duo. Et c'est à partir de 2011, quand on s'est séparés, où là pour le coup, c'est la première année où je me suis retrouvé, voilà, j'avais pas le choix. Hein. Et c'est là où je me suis dit, bah vas-y, joue tout seul, lance-toi, et après tout, tu es sûrement capable de le faire, mais c'est pas si évident hein, quand même. Hein. J'avais un peu de métier, entre guillemets, sur le métier de busker, mais bon, entre être dans un duo, être à l'aise, pas forcément être devant d'ailleurs, être plutôt le guitariste, que ce soit avec Farouk ou avec cette fille avec qui je m'étais avec qui j'avais une histoire, c'était pas moi qui étais en lead sur la partie chant. Ok. Dans les deux cas. Donc là, c'était quand même très très différent. Pour la première fois, en 2011 à peu près, je me retrouvais à pas avoir le choix, mais voilà, faut assurer un concert en solo. Donc, Et alors, jouer, chanter. comment là, j'ai envie de te poser, c'est quoi la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont là les difficultés que tu rencontres? Parce que, comme tu dis, t'es plus juste le guitariste qui accompagne, t'es le boss, quoi. Enfin, c'est ton concert. Ouais. C'est quoi les challenges que tu as rencontrés, aussi bien externes liés à la situation, aussi bien internes qui venaient de toi, et comment tu les as surmontés? Et Ah puis bah, comment, ouais. alors ça fait beaucoup de questions, mais comment après tu as réussi à trouver ton style en fait? Comment tu as... Mhm. Bon, ça fait peut-être partie de la réponse, donc je te laisse répondre aux premières. Mais t'as dit le mot, hein, t'as apporté une forme de réponse dans ta question, c'était être le boss. Je me suis aperçu que c'était ça l'enjeu principal, précisément. Ouais, C'était d'être le patron de ton concert. Et et ça veut dire enfin, quoi? bah, ça veut dire être ne pas surtout au Sacré-Cœur où ça peut vite dériver, où ça peut vite tourner au vinaigre, hein, où tu Mhm. peux très bien tomber sur un mec bourré qui
qui va faire le con à côté de toi et qui va détourner l'attention des gens, ou qui va être violent, qui va faire n'importe quoi, ou des mecs qui vont s'embrouiller, qui vont mal se parler, etc. Donc, tous ces événements-là, il faut être capable de les gérer et de ne pas se laisser plus complètement intimider par ce qui peut se passer. Et donc, je me suis retrouvé vraiment parfois à dire à 10 cm d'un mec, écoute, là, tu m'emmerdes, sans savoir si dans les secondes qui allaient suivre, j'allais prendre un coup de boule ou si le mec allait comprendre et puis allait partir. Bon, parfois, c'était vraiment une épreuve de force. Hein, donc ça, c'était pas du tout ma nature et savoir gérer ces situations alors, c'était pas mon quotidien non plus. Hein, faut pas exagérer, mais les quelques fois où ça arrivait, il fallait vraiment être capable de la gérer pour éviter de se laisser déborder et puis que le spectacle soit un peu foutu en l'air, que l'ambiance soit complètement gâchée ou que pire, je doive arrêter parce que je maîtrisais plus rien, quoi. Et donc, tu disais être le boss, c'est ça, c'est gérer ce genre de Alors, situation, et tu disais c'est autre chose aussi? oui, c'est aussi, et ça c'est un peu différent, mais c'est aussi garder, avoir comme une ligne directrice, c'est-à-dire de décider où va le concert en fait, et par quelle phase il va passer. Je voulais vraiment que le spectacle me ressemble, donc, Ouais. soit cohérent, qu'il y ait des chansons entre guillemets personnelles. Peut-être que aucun busker n'avait joué avant au Sacré-Cœur, donc du coup c'était un peu différent, des chansons un peu inconnues, mais qui moi me plaisaient et puis qui pouvaient apporter une émotion ou une énergie éventuellement, mais qui ne faisaient pas partie des classiques, des 15-20 classiques que tous les buskers jouent tout le temps et qui mettent le feu à chaque fois. Je voulais quand même avoir une setlist qui me ressemble et l'imposer entre guillemets, trouver le bon équilibre entre imposer la setlist, c'est-à-dire vouloir quand même faire des chansons qui me ressemblaient, mais aussi c'est pour ça trouver le subtil équilibre, et c'est pour ça demande un certain travail, une certaine approche et puis une certaine réflexion, trouver l'équilibre entre ça et puis le fait d'être aussi capable d'avoir une interaction quasi instantanée avec les gens pour à la volée pour répondre à des demandes qui pouvaient fuser parce que je provoquais beaucoup le public pour qu'il me donne des chansons à jouer. You must be reading my mind. I was just about to play this song. Amazing. Next song is by David Bowie. One of my favorite songs. It's called Space Oddity. Donc trouver l'équilibre entre garder une ligne directrice au concert quand même, et puis être réactif. Ça c'est un équilibre qui était parfois vraiment délicat, mais c'est en ça être le boss dans le sens avoir réfléchi quand même à son concert et à ce que en termes de où ça va, est-ce que il y a différentes phases, hein, il y a des vagues, hein, et ça peut être parfois un moment calme. Puis j'en profiter pour jouer encore 2-3 autres chansons un peu calmes. Et puis je sais que dans ces cas-là, même si je peux avoir naturellement tendance à plutôt être sur les chansons plutôt tristes, parce que j'aime ça. Mais à côté, je sais que je peux pas me permettre de faire ça sur tout un concert, donc il faut aussi à un moment repartir sur de l'énergie. Et puis, il n'y a pas de règle absolue, hein, je réfléchis pas au point de dire il faut que je passe 10 minutes sur de l'énergie, puis 5 minutes sur de l'émotion. C'est pas aussi réfléchi que ça, mais dans l'idée, c'est quand même un peu le truc, c'est de varier les ambiances, quoi. Ouais, tout en gardant l'intérêt du public, en fait, c'est ça à chaque fois. Oui, exactement, parce que on sent vite, surtout au Sacré-Cœur, quand les gens décrochent. Ouais. Donc au Sacré-Cœur, contrairement au Petit Pont, les gens sont pas là pour toi. Ils sont là parce qu'il y a une super vue, parce que voilà. Donc t'as vite fait de les perdre. Donc c'était cet équilibre subtil parfois à trouver entre des morceaux que j'avais envie de jouer, vraiment, et puis cette interaction mais vraiment frénétique que je cherchais
auprès du public, parce qu'il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que d'avoir préparé une liste quand même avant le concert, au cas où, enfin une sorte de liste de secours, hein, au cas où ça marche pas, au cas où il n'y a pas d'interaction, et le fait de ne pas du tout en avoir besoin. Ça, c'était la Tellement les gens te situation demandent rêvée. des trucs. Tellement les gens réagissaient. Si je reviens aux obstacles, aux challenges, donc il y a être le boss. On a déjà eu l'occasion de se parler plein de fois. Et t'en as parlé au début. Il y avait aussi les conditions météo. Enfin, je veux dire, quand tu es un soir d'hiver à 22h, c'est pas très drôle. Il y avait aussi comprendre les règles des autres buskers, être accepté parmi eux. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler là, mais il y a la police qui, certaines années, n'était pas super contente des buskers. Il y a les pickpockets. Et Ouais. il y a quand même un paquet d'obstacles, quoi, de trucs. Et qu'est-ce qui te faisait revenir chaque week-end, en fait? Ah bah oui, ça c'est une bonne question parce que le truc c'est que on sait jamais ce qui peut arriver là, au Sacré-Cœur sur Ouais, les tu marches. peux jamais rien prévoir. Bah non, 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 tu peux jamais anticiper sur ce qui va se passer. Est-ce que de quel côté tu vas basculer? Est-ce que ça va être Mm. dans le côté des soirées magiques dont tu vas te souvenir presque toute ta vie? Et puis j'en ai en Ouais. tête. Ou du côté des soirées mais vraiment pourries où je vais rentrer chez moi un dimanche soir de novembre à minuit ou 1h en me disant j'aurais pas dû jouer quoi. ça ça Mais m'est t'y arrivé. retournais. Mais j'y retournais quand même. Alors, étonnamment, Alors hein, pourquoi? étonnamment, mais je sais même pas trop. Parce que cette envie de me donner une chance quand même, d'avoir dans un concert pourri, d'avoir quand même au moins un ou deux moments remarquables. Mm. Et parfois, il y avait ça. Il y avait des concerts qui globalement étaient vraiment mauvais, hein, parce que j'étais pas dedans, parce que le public était pas dedans. Enfin, il s'était rien passé, hein, il s'était rien passé. Voilà, c'est ça. Mais quand même, sur un morceau ou deux, quelqu'un qui était venu chanter avec moi et puis qui avait eu une bonne interaction avec moi et puis qui avait kiffé, voilà. Mm. Qui avait peut-être eu le moment de sa vie, peut-être qu'il avait jamais ou elle n'avait jamais chanté devant des gens avant et puis poussé au cul par ses amis, il ou elle osait venir au micro et puis chanter avec moi donc voilà, même dans un concert un peu je voulais me donner la chance que même dans un concert globalement qui s'avérerait un peu pourri, bah, quand même avoir des petits moments de grâce comme ça. Et c'était assez rare quand même, peut-être ça une partie de la réponse, c'était assez rare que des concerts soient intégralement achetés. Quoi. Ouais. C'était pour être un peu comme un chercheur d'or, pour avoir il y a une petite pépite à un moment donné. Globalement, voilà, pas grand-chose, mais là, hop, il y a une petite pépite. Ouais. Ce moment, voilà, le soir, en rentrant chez moi, je me dis, bon, ça valait Rien quand que même le pour coup ça. finalement. Rien que pour ça, Ouais. ok, ça valait le coup de m'être pelé à une température de 3 degrés et de rentrer chez moi un dimanche soir de novembre à minuit. Quoi. Ouais. Et dans les soirées magiques, quelles étaient, parce que t'as pas eu que des soirées, enfin loin de là, des Ah, soirées pourries. Dans les soirées magiques, qu'est-ce que tu aimais particulièrement? Quelles émotions tu ressentais et qu'est-ce qui te donnait envie de revenir? Enfin, il y a aussi ces soirées-là qui. Ces soirées-là, comme chantait Yannick, qui. c'est une référence de boomer. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, carrément. On assume. Ah bah oui, oui, oui. Disons que ces soirées, c'est quand le public était vraiment dedans et était tellement dedans qu'il voulait pas me lâcher. Quoi. Et ça, les quelques fois où c'est arrivé, où le concert durait 2 heures, 3 heures, et au bout de 3 heures, je commençais un peu assez naturellement à fatiguer. Et au bout d'un moment, je commençais à dire aux gens, voilà, j'ai joué la dernière chanson, il se fait tard, etc. Et quand il est arrivé dans ces fameuses soirées magiques que les gens soient tellement dedans, et puis ils n'avaient pas envie de partir, quoi. Ils n'avaient pas envie de partir, et ils n'avaient pas envie que je parte.
Et il m'est arrivé quand même de temps en temps, hein, est-ce que ce temps-là se compte en 2 heures, quoi. Genre j'ai fait 3 heures de concert et puis 2 heures de rappel. Bon, Le allez, truc, cette fois, c'est la dernière. la vraie dernière. Donc là, Ouais. Et tu m'as souvent dit aussi les meilleures soirées, enfin en tout cas les soirées toi qui te plaisaient, c'est quand il se passait quelque chose. Fallait qu'il se passe quelque chose. ah oui, oui, oui. Et ce quelque chose, ça passait souvent quand même par des rencontres avec les gens, hein, Ouais, bon, avec les gens du toujours public l'interaction. éventuellement. Alors que ce soit des gens qui venaient avec moi, des gens qui venaient chanter, Hmm. ou des gens qui venaient me voir après pour me dire qu'ils avaient adoré, que telle personne, enfin que un couple qui venait me voir, ça s'est arrivé à plusieurs reprises, ça c'est toujours assez incroyable. Un couple qui vient de me demander c'était quoi l'avant-dernière chanson que tu as chantée qui faisait nanana, nanana, comme ça. Et je leur ah ok d'accord super parce que en fait c'est sur cette chanson-là que j'ai demandé ma femme en mariage là il y a un quart d'heure. Ah d'accord. Ah, Et félicitations. cette chanson qui allait devenir leur chanson, euh, Hmm. la chanson que je jouais et pendant laquelle le mari a sorti la bague du sac et puis a fait la demande sur les marches, quoi. Voilà, donc il y a eu aussi ça. Donc les gens qui venaient me voir après pour me dire pour me dire des choses super sympas. Et puis évidemment tous les gens qui venaient chanter au micro et qui venaient foutre le feu, qui venaient ou bien je sentais que je pouvais sentir que j'avais affaire à quelqu'un qui était vraiment ou un pro, quelqu'un de très très rodé, hein, et puis qui du coup était à l'aise pour venir chanter, qui profitait de l'occasion et du micro. Donc là, qui déroulait, qui était très très à l'aise, ou d'autres qui par contre prenaient leur courage à deux mains pour venir chanter devant 300 personnes. Et ça, quand le public en général, dans ces situations-là, s'y trompait pas et puis du coup trouvait aussi qu'il s'était passé quelque chose, que quelqu'un du public, de façon générale, qu'il soit super pro ou super pas pro, quelqu'un qui vient chanter et qui semble et pour lesquels ça semble pas prévu, en général les gens adorent aussi. Donc il y a ces situations-là qui me faisaient qui me faisaient dire là il s'est passé quelque chose, là c'est un bon concert. Donc c'est ça les nuits dont je me souviens. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I bet. I remember you said sometimes it lasts in love, sometimes it hurts. C'était quoi l'émotion du coup? Qu'est-ce que tu ressentais? Enfin, Ouais, bah, je ressentais d'avoir fait passer un bon moment aux gens. Je me disais, là, c'est pas vraiment le mot, mais c'est à ça que ça sert, quoi. C'est à ça que tout ce que je fais là, tout ce temps, tout ce temps que je passe à attendre mon tour, etc., c'est pour ce genre de moment et c'est pour au fond, ouais, ça me faisait kiffer de voir les gens chanter en chœur, sourire, venir me parler avec des étoiles dans les yeux éventuellement, hein. Je dis pas mhm. qu'à chaque fois j'avais des gens qui venaient qui étaient t'es génial, t'es trop génial, t'as super bien chanté. C'était pas le cas à chaque fois, mais les quelques fois où ça s'est produit, là je me disais bah, j'ai fait du bon boulot, quoi. C'est exactement pour ça que c'est ça qui me fait vibrer, quoi. C'était cette impression que les gens, grâce à moi, ont passé un bon moment, Mhm. encore mieux, qu'ils ont passé un moment dont ils vont se rappeler toute leur vie. S'ils se sont demandés en mariage à l'occasion d'une chanson que je chantais, ou s'ils ont chanté en public pour la toute première fois de leur vie, et peut-être que ça a déclenché peut-être une vocation, j'en sais rien, hein. J'ai aussi ce genre de feedback, hein, des mecs qui sont venus me voir et on est resté en contact après et puis qui m'ont dit tiens j'aimerais vraiment devenir un busker, tu me conseillerais quoi comme matériel, j'aimerais vraiment bien faire comme toi, etc. Mhm. Donc il a pu aussi arriver que j'ai ce genre d'interaction et que là où je me dise ah ok bah, si ce que j'ai fait peut d'une certaine façon, alors pas non plus trop prétentieux, mais peut avoir en partie inspiré, ou donné envie en tout cas à des gens aussi de se lancer et puis
puis de jouer de la musique, sans même parler forcément de devenir busker, hein, mais juste de se mettre à la guitare. Bon, ça j'ai jamais trop su, mais je Mais suppose que ça. probablement que c'est arrivé. Probablement. Des gens qui sont devenus buskers grâce à moi, j'en connais un ou deux, pas plus, hein, mais voilà, mais c'est quand même c'est des personnes avec qui je peux toujours être en contact un peu de loin en loin, et voilà, parce qu'il s'était passé quelque chose et que ça leur a donné envie et qu'ils se sont dit, tiens, mais pourquoi pas, tiens, ça a l'air cool ce qu'il fait. Et donc c'est là où cette passation un peu comme les mecs qui en 96, 95 étaient mes idoles, et puis c'était des mecs super cool, et bah, si je peux être devenu pour des mecs en face au fil des années un mec cool qui donne envie de faire de la guitare, pour ça c'est le rêve, hein. Donc voilà. C'est ça qui me faisait vibrer, quoi, vraiment. Tu t'as parlé du temps que tu passais, etc. À quoi tu as dû renoncer dans cette période? J'ai pas l'impression de renoncer, enfin j'ai pas forcément eu la conscience de renoncer à quelque chose, mais ça m'a fait un peu repousser le moment où je me suis vraiment donné les moyens de rencontrer quelqu'un et de me dégager du temps pour vraiment être dans le bon état d'esprit pour rencontrer quelqu'un et vivre une vraie histoire avec quelqu'un. J'avais comme ce sentiment au fil des années il allait quand même falloir non pas que je mette la musique de côté, surtout pas, mais que je laisse un peu Tu lui moins donnes une autre place. je donne une autre place, une place un peu plus, voilà, que je laisse un peu moins le Sacré-Cœur prendre toute la place, parce qu'à l'époque, le Sacré-Cœur prenait vraiment beaucoup de place. Tous mes week-ends, je faisais environ 80 concerts par an, hein, là-bas, donc c'était quand même beaucoup. Et donc j'avais ce sentiment-là, et au point que ça m'avait inspiré une petite blagounette que je citais aux gens aussi régulièrement, mais je leur disais, voilà, j'ai décidé dans les prochains mois qu'il fallait que je passe plus de temps avec ma femme et mes enfants. Et donc, je laissais un petit temps pendant lequel les gens approuvaient en disant, oh, mais j'ai raison. Et, tout en disant, après ce petit temps, etc. Bon, alors j'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant, mais vous voyez l'idée, quoi. Et je m'aperçois que en fait je le disais pour la blague, mais en fait c'est exactement ce que je pensais. Je pense au fond de moi, j'avais cette sensation. Alors, maintenant c'est plus facile à décrypter, mais à l'époque c'était probablement moins clair. Mais voilà, ce sentiment que être busker à plein temps pendant 10 ans, bah, d'une certaine façon c'était pas complètement la vraie vie non plus. Donc la vraie vie, elle m'attendait ailleurs. Et j'avais bien l'intention que la musique garde une place forte, hein, mais qu'elle soit pas toute ma vie. Elle était, avant ça, elle était toute ma vie. Puis, fort heureusement, bah là, du coup, en ayant pris cette décision à partir de 2016 de dire, bon, j'ai fait les premiers adieux à la scène à la Aznavour, hein, donc je suis revenu un an après. Ouais, c'était fatal. En 2017, je suis revenu parce que ça me titillait trop, enfin, sur les quais de Notre-Dame. Et puis, bah, c'est l'année d'après où j'ai rencontré ma compagne. Bah, donc, ça s'est enchaîné. Alors, c'est pas forcément ultra réfléchi. Maintenant, en refaisant, en rembobinant, je pense qu'il est possible que j'avais ça au fond de moi, même si je me suis jamais exprimé aussi clairement que comme ça. Mais cette décision de me dire en 2016, alors que rien ne m'y obligeait, hein, pour le coup. Oui, et puis que tu m'avais dit, moi j'étais devenue accro à la relation avec le public, je savais que ça allait me manquer, et pourtant j'ai décidé d'arrêter parce que probablement ce que tu expliques, tu savais au fond de toi qu'il fallait. Et c'est intéressant parce que dans ce podcast, on parle de la place qu'on donne à nos envies créatives et artistiques, et là justement, tu as décidé de lui donner moins de place. C'est très intéressant. Oui, c'était après. En gros, j'ai fait ma dernière année pleine, la plus complète en termes de concerts, hein, de nombre de concerts. C'était 2015. Et en termes, accessoirement aussi, en termes de revenus. Parce que je m'étais donné on n'a pas du tout évoqué, mais mais dans mon livre, j'en parlerai. Ouais. Mais c'est un aspect. Ouais, peut-être qu'on va en parler, mais vas-y. Ouais, mais en tout cas, c'est 2015, année complète, 80 concerts. C'est là où j'étais, je pense, au top de ma forme.
Et c'est là où, début 2016, où je me mets dans l'idée de, ok, et si je bouclais la boucle? Et puis au fil du temps, je vois arriver septembre 2016 avec cette perspective, puisque j'avais commencé en septembre 2006, cette perspective de boucler la boucle après 10 ans 10 ans. pour mon anniversaire, le 11 septembre 2016. Voilà, donc j'ai cette envie aussi que j'avais de rattacher les choses à des choses, enfin, garder un aspect À un peu des symboles. Enfin, exactement, ouais, que la symbolique soit assez présente dans tout ça. Je ne sais plus quelle est la question au Je sais départ. plus, on parlait de la fin et de la place. Parfois, il Oui, fallait voilà, oui. faire une place à autre chose dans sa vie. Et ça te manque aujourd'hui? Non, puisque, enfin, non, je vais être franc, ce qui me manque, alors, bien évidemment, ma vie s'est remplie par plein de choses, la rencontre avec ma compagne, voilà, ça m'a, et tous nos projets, c'est quelque chose aussi dont j'avais envie depuis très très longtemps, hein. Donc ça, sur ça, c'est un vrai accomplissement C'est aussi. chouette. Et donc, la première année où on s'est rencontrés, enfin en l'occurrence en 2018, là j'ai pu continuer à faire quelques concerts enfin pas mal de concerts, hein, pour lesquels elle venait aussi sur les bords de Seine. C'était vraiment des bons moments. Et puis après ça s'est interrompu à cause de l'incendie de Notre-Dame dans un premier temps en 2019 qui a condamné l'accès au quai, et puis la pandémie en 2020. Ouais, Donc oui, c'est compliqué, quoi. ce qui peut me manquer, c'est le fait de ne plus avoir aucune perspective de rejouer dehors. Mais j'ai pas rejoué dehors depuis quelques années. Elle, J'espère que tu en le face de referas. moi, inversement, bah, je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Donc ça, oui, d'une certaine façon, ça peut me... Bon, ça me manque, oui, facile quand même, parce que c'est des moments toujours très, très particuliers, mais bon, voilà, il y a pas de frustration, c'est largement compensé Oui, par tout ce que je vis par ailleurs, donc voilà, voilà. c'était la fin d'une période. Oui, Mm, ouais, c'était la fin d'une époque, quoi. C'était donc la fin d'une époque, ouais. fin d'une époque, mais cela dit, ce que je retiens surtout, c'est le plaisir d'avoir eu la chance de la vivre, hein. Et que Mm, cette époque-là, et je suis conscient d'avoir vécu une période un petit peu enchantée comme ça, où tout ça était encore possible. mm, mm, mm. Et a fortiori en venant d'où je venais, mine de rien, parce que j'étais pas du tout, par mon caractère. Ouais, vas-y, dis en Bah, plus, c'est vachement intéressant, ouais. ouais, j'étais pas forcément. Enfin, c'était pas naturel que je me retrouve à Mm, faire ça. J'étais plutôt qu'un caractère plutôt réservé, plutôt voire timide au début. Et malgré ça, je me suis. Ça a pris du temps, hein. C'est pour ça que mm. ça a pris vraiment du temps et je me suis. Et c'est peut-être pour ça que c'est grâce au fait que je ne me suis pas découragé, même quand j'avais des concerts un peu. Des soirées un peu pourries. Je me suis pas découragé, je me suis forgé même dans cette adversité-là, je me suis forgé aussi une expérience pour justement, grâce à ça, être encore plus à l'aise quand la soirée était belle et quand toutes les conditions étaient réunies. Et là, du coup, être capable de vraiment me dépoter et puis de donner le meilleur de moi-même et puis d'être super à l'aise quand il n'y avait plus qu'à surfer sur la vague et puis tout le public était là et puis j'avais plus qu'à les accompagner. Donc ça, c'est grâce à, je pense, à toutes ces soirées un peu, tous ces fameux dimanches soirs de novembre, où voilà, ça m'a aussi servi à ça. C'est être à l'aise pour les samedis soirs d'août, quoi. Quand je sentais que ça prenait, là j'étais encore plus à l'aise
pour donner, pour y aller, pour tenter des trucs, pour sourire. Donc, tout ça s'est fait très progressivement, et puis c'est ça que je retiens, quoi. J'aurais attendu dès la première année qu'il y ait un résultat et que je sois sur le roi du pétrole, ça n'aurait jamais marché, hein. Par contre, comme le fait d'avoir commencé modestement, sans trop réfléchir, je voulais arriver à tel niveau. J'ai jamais vraiment eu ça. Tu savais pas au début à Bah quel non, niveau tu voulais arriver? bah non, et j'aurais pas pu imaginer au début que je me retrouverais 10 ans après à faire un concert comme celui que j'ai fait pour mon anniversaire, qui soit aussi complexe que ça, quoi, où je puisse jouer du piano, que ce soit une ambiance de malade. Ça, j'aurais jamais pu imaginer ça. Donc ça s'est construit vraiment au fur et à mesure. Et voilà, c'est aussi au fil des rencontres, et c'est constitué c'est grâce aussi à ce que j'ai appris des différents mecs avec qui j'ai joué, hein. Fabrice, Tony, Julien, Farouk. Voilà, c'est grâce à... Et puis d'autres, hein, que je vais peut-être oublier, mais c'est grâce à ça aussi que j'ai appris de l'expérience sur le jeu de guitare, ou sur l'interaction avec le public, sur le chant, tout ça. Mais j'ai pas forcément eu conscience au fil des années de là où je voulais aller, mais au bout de quelques années, j'ai quand même pris conscience que je m'améliorais, voilà, que j'étais plus à l'aise, parce que aussi j'ai eu quelques retours en disant mais non, mais ta voix s'est quand même améliorée, alors qu'au début, là, pour le coup, j'étais assez frustré de ma voix, hein. Mais ça t'empêchait pas d'y aller? Bah non, mais parce qu'au début aussi, les premières années, c'est pas moi qui étais devant, donc il y a eu Farouk d'abord qui était devant, ensuite la copine avec qui j'étais, qui était la chanteuse devant, et puis c'est moi qui jouais de la guitare, qui faisait les boucles avec les pédales derrière. Je faisais des harmonies aussi, mais je me suis retrouvé devant plutôt en 2011, donc 5 ans après le début, en gros. Donc maintenant, c'est à mi-chemin de ce parcours-là. Donc j'ai fait la moitié du parcours un peu derrière, et puis l'autre moitié plutôt devant. Donc mais ça n'a pas été trop ces 5 années pour que je... C'est long, hein, 5 ans pour prendre conscience que j'étais capable de le faire, et aussi pour être à l'aise pour le faire. 5 ans, c'est vrai, mais mine de rien, ça m'a quand même... Mais ça veut dire que c'est possible. Bah, ça a été possible, ouais. J'ai pas conscientisé ça au fil de ces 5 années, hein. C'est de temps en temps, quand je prenais un peu de recul ou un peu de hauteur, et quand je faisais un peu le bilan. Je faisais pas un bilan tous les ans non plus, hein. C'est pas comme si avec un fichier Excel, je pointais tout ça tous les ans, j'avais mon rendez-vous avec moi-même, etc., où je m'auto-évaluais. Enfin, j'en étais quand même pas là, mais quand de temps en temps, parce que je sais pas, je regardais un petit peu dans le rétroviseur, ça pouvait m'arriver. Je me dis bon, c'est quand même pas mal. Si je me remémore, en 2006, le premier concert, j'étais plutôt à regarder mes chaussures, quoi, hein. Je regardais mes chaussures et je me concentrais sur mes accords de guitare, quoi. Et puis je laissais mon pote Farouk ou les autres assurer le spectacle. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire quelques harmonies aussi, à me prendre au jeu, mais plutôt à faire des harmonies vocales. Et puis, mais c'est ça, c'est le fait que ça a été très très progressif, et sans que je mette non plus trop de pression. Donc grâce à ça, du coup, le parcours il a été... il a suivi son petit bonhomme de chemin, et puis si je m'étais trop retourné, si régulièrement j'avais regardé ce que j'avais fait, d'où je venais, etc., je me serais mis une pression qui n'aurait pas forcément été très, très positive. Là ça, j'ai pas tant que ça regardé en arrière, et puis du coup, quand ça m'est arrivé, c'était X années, je sais pas trop quoi, et puis pour me dire, bon, c'est bien finalement, je progresse, et puis je suis de plus en plus à l'aise, et ça me confortait dans l'idée que je me prenais au jeu, hein. Et c'est pour ça que faire de plus en plus de concerts, passer de plus en plus de temps, faire des concerts de plus en plus longs, tout ça, c'était c'est une belle période, une belle trajectoire. Let me out of the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of space to be thinking of you.
Et t'as jamais eu envie de te dire, allez, je quitte mon job et je fais que ça, Ah non, non, ça, la non, musique? non, 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 ça, j'aurais été beaucoup trop flippé, là, par contre. J'ai quand même Ouais. besoin aussi d'une, d'assurer mes arrières en termes financiers, hein, tout bêtement. Même si les concerts pouvaient m'apporter une forme de revenu, hein, un 13e, un 14e, voire un 15e ou un 16e mois, hein, à peu près. Euh, donc c'était quand même pas rien, hein. Et puis de là à me dire, là je fais tant, et puis il me faudrait, pour pouvoir en vivre, il me faudrait 3 ou 4 fois ça. C'est à peu près ça, hein, l'ordre de grandeur. Hein. Ça aurait voulu dire d'y passer 4 fois plus de temps, donc de jouer tous les jours de la semaine, à peu près. Bon, ça c'était pas envisageable. Avoir une opportunité par la musique de rejoindre un projet, d'être payé pour, en tant que musicien, tourner, etc. Ça m'est déjà arrivé de penser à ça, mais j'ai jamais forcé le destin pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ça. Mhm. Bon, d'une, quand même, en étant aussi un peu réaliste, oui, ça a bien marché, le Sacré-Cœur, etc. Mais quand même, et sans faire de la fausse modestie, hein, j'ai pas non plus. Enfin, je suis loin d'avoir une voix qui soit type The Voice. Hein, faut dire les choses clairement. Et puis mon jeu de guitare n'est pas non plus suffisamment révolutionnaire pour que ça fasse ah waouh. Donc ni l'un ni l'autre, raisonnablement. Et encore une fois, je dis ça, c'est pas de la fausse modestie, hein, mais je reste à ma place aussi. Donc ma place Ouais. là, Mais ça, elle va aller très bien. c'est vachement intéressant aussi. Ça veut dire que même si on n'a pas une voix de The Voice et même si on n'est pas le meilleur guitariste du monde, on peut quand même faire des trucs géniaux et kiffer, se faire plaisir et faire plaisir aux autres, quoi. Bah oui, oui, ça, oui, oui, bah, et on peut progresser, et puis on peut partir d'une voix très très neutre que j'avais au début, vraiment. Hein. Mhm. Je pense qu'elle était juste, mais très, sans aucune personnalité, sans aucun grain, entre guillemets, à arriver à quelque chose. Alors, je suis pas arrivé de rien à Joe Cocker, hein, c'est pas loin de là, mais par contre, elle a acquis avec le temps un peu plus de grain et est devenue un peu plus intéressante. Voilà. Mais ça reste ce qualificatif-là, je pense que c'est le plus juste. Hein, elle est devenue un peu plus intéressante. Et puis aussi en étant lucide aussi sur un point, hein, c'est le fait que en étant dans la position du guitariste au Sacré-Cœur qui ambiance les touristes, il suffit de chanter correctement, d'être souriant, de jouer correctement de la guitare et ça fait le job. Mhm. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être un chanteur de fou, la preuve, hein, et d'être un guitariste à la Casey Jones. Il n'y a pas besoin. L'endroit qui se prête à l'ambiançage de touristes fait que il inclut aussi une atmosphère festive quand ça marche bien, hein, qui fait que même quelqu'un de relativement avec des capacités ou vocales ou guitaristiques qui sont assez basiques ou limitées ou normales entre guillemets, ben, ça peut marcher. Mhm. Et la preuve, hein, la preuve. Donc après, moi j'ai essayé d'y ajouter autre chose, puisque mon créneau, ça pouvait pas être la voix, ça pouvait pas être le jeu de guitare. Et ben voilà, c'est l'interaction avec le public, la sympathie, le fait de venir faire chanter les gens, d'avoir un répertoire qui soit quand même varié, qui soit et avec des concerts il y avait un peu toutes les émotions, quoi, de l'énergie, de l'émotion, etc. J'ai essayé pour jouer avec mes armes, hein, de faire que ce soit ça, qu'on puisse éventuellement retenir de mes concerts, qu'on retienne plutôt les moments, on va dire ça comme ça, les moments que j'avais provoqués, plutôt que ma voix ou mon jeu de guitare, qui étaient juste des instruments, au sens figuré, des instruments pour provoquer tout ça, pour permettre que la soirée se passe et qu'il soit cool. Quoi. Voilà. Au fond, bah, j'ai fait avec ce que j'avais, et puis j'ai essayé d'en faire quelque chose de aussi positif et pour qu'au fond, bah, si ça permettait de faire passer un bon moment, et puis passer des belles soirées, moi j'en demandais pas plus. Quoi. C'est une très belle conclusion. Bah oui. Oui, Merci. effectivement.
J'avais pas forcément, mais c'est intéressant parce que plein de choses que je t'ai dites là qu'on n'avait pas encore l'occasion que j'avais pas encore l'occasion de formuler comme ça pendant nos Complètement. précédentes conversations. Et c'est venu dans la discussion et je me suis surpris moi-même à m'auto-analyser de cette façon-là. Donc c'était une sorte Ouais, d'accoucheuse, c'est de la maïotique, c'est ça. plus beau sens du terme. Merci Nico. Avec grand plaisir. So this last song for me tonight is a French one. It's called, you don't know that song. Otherwise, maybe if you French, you know. Etienne Dao. La chanson s'appelle Ouverture. Je défie quiconque de trouver un busker qui chante cette chanson-là. Ouverture d'Etienne Dao. Special song for me. Vous trouverez les vidéos des concerts de Nico sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Macbaud, M-A-C-B-A-U-D. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez réagir sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. À bientôt. Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. C'est au destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi, l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, porté par l'allégresse, la douceur de vivre, de l'été qui commence, la rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous, dans l'épaisse fumée, le monde me bouscule. Réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule.